Ça y est, la F1 est de retour ce week-end à Melbourne avec le premier Grand Prix de la saison 2025 qui promet d'être l'une des plus indécises. Honnêtement, on a rarement été autant dans le flou avant le début d'une saison de Formule 1. De mémoire, j'ai jamais été dans une telle situation où les deux championnats sont aussi imprédictibles. On a quelques certitudes, quelques tendances qui commencent à se dégager, mais au global, ça va être très compliqué à pronostiquer et forcément ça veut dire qu'on va se régaler. Donc je suis extrêmement impatient que cette saison commence et pour bien la débuter, je vous propose d'essayer de répondre à 10 questions que l'on se pose ou au moins de dégager quelques idées. Forcément, avant chaque début de saison, la première question que l'on se pose, c'est celle des écarts. Seront-ils resserrés? Aura-t-on des batailles en piste, mais également en qualification? Eh bien, la réponse est oui. Là, très clairement, on peut l'affirmer d'ores et déjà, et ce pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'on est à la dernière année de la réglementation moteur qui est en place depuis 2014. Donc autant vous dire que là, ça fait 10 ans qu'on cherche des solutions, on commence à avoir fait un peu le tour. Et puis c'est aussi la dernière année de la réglementation aérodynamique qui a été introduite en 2022, ce qui fait qu'on va avoir une convergence des performances. Forcément, au bout d'un moment, les ingénieurs commencent à tourner un petit peu en rond, on a essayé à peu près tout ce qui marchait et tout le monde converge vers les mêmes solutions, et qui dit même solution dit forcément écart réduit. Il y a également un deuxième facteur à prendre en compte, c'est que depuis 2021, on a le budget cap en Formule 1, c'est-à-dire que les budgets des écuries sont restreints. En 2025, par exemple, on aura le droit de dépenser 140,6 millions de dollars sur la saison, à l'exception du marketing, des salaires des pilotes et des salaires des 3 personnes les mieux payées de l'écurie. Mais en tout cas, dans l'idée, tout est restreint et tout le monde est sur un pied d'égalité. Et forcément, les écarts sont resserrés, c'est plus difficile de créer des différences. Et bon, nous, ça va nous régaler. Déjà que l'année dernière, bien souvent en qualification, tout le monde se tenait en moins de 2 secondes, voire parfois 1 seconde en Q1. Là, on est reparti pour une version améliorée de cette saison 2024. Et ça veut dire que cette année va faire la part belle aux pilotes. Forcément, si les écarts entre les voitures sont d'un dixième, d'un demi-dixième, voire encore un petit peu moins, clairement, les pilotes pourront faire la différence. Et ça va nous régaler. Bon oui, j'ai attaqué tout de suite en vous parlant d'une saison serrée, d'incertitude, de flou, de pas savoir qui allait dominer. Il y a quand même des tendances qui se dégagent et après les essais hivernaux, McLaren s'avance en favori dans la lignée de leur titre constructeur l'année dernière. De toute façon, c'est bien simple, depuis le Grand Prix de Miami 2024, la meilleure voiture, c'est la McLaren. Et il semblerait qu'en ce début de saison 2025, on continue donc dans cette série. Effectivement, on s'attend à ce que Lando Norris et Oscar Piastri se battent pour la victoire en Australie et sur les premiers Grands Prix de la saison. Maintenant, on va pas oublier qu'il y aura 24 Grands Prix en 2025, donc largement le temps pour les autres d'apporter des améliorations et de rattraper le retard s'il y en a. Pour autant, ce qu'on vous donne, c'est des tendances qui se dégagent après les essais hivernaux. Donc premièrement, c'est pas sûr, et deuxièmement, c'est impossible à chiffrer. Voilà, si McLaren est devant, on peut pas vous dire s'ils ont un avantage de 3 dixièmes ou de 3 centièmes, ce qui est quand même pas la même chose. Donc pour ça, il faudra attendre les premiers Grands Prix pour avoir des réponses. D'ailleurs, pas le premier parce que l'Australie, c'est un circuit assez particulier, et c'est ça aussi qui va être cool en 2025, c'est que on va devoir attendre quelques Grands Prix avant de vraiment avoir une hiérarchie qui sera établie. Alors oui, McLaren s'avance bel et bien en favori pour le début de saison, mais il y a encore 2 incertitudes. La première, c'est le rythme de qualif. On n'a vu personne pousser pendant les essais hivernaux, donc on ne sait pas qui a la meilleure voiture sur un tour. Et la deuxième, c'est la vitesse de pointe. C'était déjà pas le point fort de la McLaren en 2024, et il semblerait qu'une fois de plus, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas la voiture la plus rapide en ligne droite. Donc ils vont pas gagner tous les Grands Prix cette saison. Oui, Red Bull est tombé en 2024 et peu de gens l'avaient vu venir, on va être honnête. Sur les 10 premiers Grands Prix de la saison dernière, Max Verstappen en avait remporté 7. Difficile d'imaginer à ce moment-là que l'écurie n'allait pas remporter le championnat constructeur. Et pourtant, ils ont terminé derrière Ferrari et McLaren, ce qui fait quand même un petit peu beaucoup. Ils n'ont que 2 titres constructeurs qui accompagnent les 4 titres pilotes de Max Verstappen.
Mais ce championnat pilote, ça reste le plus important pour Red Bull. Alors oui, bien sûr, ils sont pas ravis d'avoir perdu le championnat constructeur, mais c'est loin d'être la chose la plus importante pour eux. Ce qui est certain, c'est que Max Verstappen a été impérial en 2024, il a marqué plus de points que Lando Norris après le Grand Prix de Miami, donc quand McLaren avait la meilleure voiture, ce qui est quand même assez fou. Mais la grosse différence, c'est qu'avec ce début de saison exceptionnel, il était parti avec un matelas d'une 50aine de points d'avance qui n'a finalement jamais été rattrapé. En 2025, sauf cataclysme, ce ne sera pas la même histoire. Et c'est là qu'il sera intéressant de voir comment Max Verstappen peut rivaliser. Et il y a une autre différence aussi avec, par exemple, la fin de saison 2024, mais aussi 2021, c'est que Max Verstappen, a priori, il n'aura pas qu'un seul adversaire. Ou en tout cas, c'est pas vraiment ce qui se dessine pour le moment. Et l'avantage dans un duel, c'est que si vous vous accrochez avec votre rival, personne marque de points. En revanche, si vous avez 3 rivaux et que vous vous accrochez avec l'un d'entre eux, il y en a 2 autres qui s'envolent. Donc méfiance sur ce point. Pour autant, Max Verstappen est et reste le meilleur pilote de Formule 1 au monde à l'heure actuelle. Il n'y a aucun débat possible là-dessus. En revanche, la question est de savoir s'il aura non pas la meilleure voiture, mais une voiture suffisante pour se battre pour le titre. Ça, rien n'est moins sûr. Et il faudra voir les premiers Grands Prix de la saison pour avoir une confirmation. La seule chose qui va aller dans son sens, c'est certain, c'est ce dont on parlait en début de vidéo, les écarts resserrés. Forcément, avec ces écarts resserrés, il y aura plus de place pour que le pilote fasse la différence, et donc peut-être pour que Max Verstappen aille décrocher une 5e couronne mondiale. C'est le feuilleton de l'hiver, Lewis Hamilton est pilote de Formule 1 chez Ferrari, oui, c'est exceptionnel. Franchement, fan ou pas de Lewis Hamilton, je pense qu'on a tous été hypés par toute la communication, tout le teasing, on est tous tombés dedans. Les vidéos sont folles, les images sont dingues, la voiture est pas terrible en termes de livret, c'est mon avis, mais néanmoins, franchement, tout ce qu'on a eu tout au long déjà du mois de janvier, c'était exceptionnel. Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est une association exceptionnelle que l'on rêvait tous secrètement de voir, sans presque même en être conscient. Moi, je me rendais pas compte de l'impact que ça aurait. Et là, c'est juste fabuleux. C'est le meilleur ou le co-meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 qui arrive dans la plus grande écurie de l'histoire pour essayer de devenir le GOAT de façon indiscutable, aller décrocher ce 8e titre avec l'écurie de Schumacher. Ce serait fabuleux. Maintenant, Lewis Hamilton a 40 ans. Bon, mauvais argument, il y en a d'autres qui vont encore plus loin, mais Lewis Hamilton est quand même plus tout jeune, et surtout Lewis Hamilton débarque dans une nouvelle écurie, une écurie basée en Italie, qui parle donc italien. Alors il est en train à l'heure actuelle de bosser le jargon technique italien, mais ça prend quand même un peu de temps, et ça fait quand même plus de 10 ans qu'il n'a pas changé d'écurie. Donc c'est un gros renouveau pour lui, ça veut dire aussi une nouvelle philosophie de monoplace, à comprendre donc, je le disais, dans une autre langue. Il y a du boulot pour Lewis Hamilton et je serais honnêtement surpris qu'il soit le meilleur dès le début de saison, qu'il roule sur Charles Leclerc en début d'année, ça m'étonnerait. À vrai dire, ça m'étonnerait qu'il lui roule dessus tout court, mais voilà, il faudra certainement laisser un temps d'adaptation à Lewis Hamilton. La question maintenant est de savoir combien de temps ça va durer. À ses côtés, ce sera un énorme test pour Charles Leclerc qui était censé devenir le numéro 1 affirmé de la Scuderia Ferrari avec le départ de Sébastien Vettel et qui l'est devenu certes, mais n'a pas non plus écrasé Carlos Sainz. Loin de là, Sainz lui a clairement donné du fil à retordre. Hamilton lui en donnera également. Je serais très étonné que Leclerc le domine largement. Pour autant, pour devenir champion du monde, il va falloir au moins devancer son coéquipier et devancer tous les autres pilotes par ailleurs. Mais ça commence par le pilote de l'autre voiture rouge. Ce sera un gros test pour Charles Leclerc, l'occasion de voir s'il a passé un cap, comme on l'évoquait après sa victoire à Monaco l'année dernière. J'ai vraiment hâte d'avoir la réponse à cette question. Vous avez 4 heures, c'est peut-être la question la plus compliquée de cette vidéo qui va prendre le dessus dans le midfield. A priori, sur cette saison 2025, on s'attend, malgré les écarts très resserrés, à avoir 2 échelons de la course. Presque 3, je vais y venir, mais on aura devant les top teams, avec les mêmes que l'année dernière, McLaren, Ferrari, Mercedes et Red Bull. Derrière, le milieu de peloton, avec tout le reste, sauf peut-être Sauber. A priori, Sauber, c'est quand même encore assez loin derrière. Mais sinon, ça nous fait 5 équipes qui se battent pour la 5e place au classement constructeur. Et d'ailleurs, les écarts sont tellement resserrés que, d'après ce qu'on a vu à Bahreïn, c'est pas impossible que le milieu de peloton vienne embêter les top teams. Et que les mieux placés parviennent pourquoi pas à aller jouer des podiums,
voire même qui sait une victoire avec des circonstances de course un peu particulières quand même. Mais en tout cas, les pilotes qui seront 7e et 8e devront se méfier de ce qu'il y aura derrière eux. À Bahreïn, c'est Carlos Sainz qui a réalisé le meilleur temps des essais hivernaux. Alors ça ne veut pas dire grand chose, on n'a aucune donnée sur les quantités de carburant embarquées par les différentes monoplaces, donc forcément on va pas tirer de conclusion hâtive et a priori Carlos Sainz ne sera pas en pole à Melbourne. Pour autant, les performances de la Williams sont quand même très encourageantes et on s'attend à ce que l'équipe soit tout en haut du midfield. A vrai dire, pour l'instant, il y a 2 favoris qui se dégagent pour cette question, c'est donc Williams et Alpine. Effectivement, Alpine a connu de très bons essais hivernaux. C'était pas forcément attendu, mais ça a plutôt très bien marché. Si jamais l'Alpine prend le dessus, il faudra quand même prendre en compte un autre facteur, c'est la question du deuxième pilote. Parce que Pierre Gasly va faire son travail, ça on a aucun doute là-dessus, mais face à un duo Sainz-Albon, qui est l'un des meilleurs duos de la grille, il va falloir un deuxième pilote très solide. Or, il y a une pression énorme qui est mise sur les épaules de Jack Doohan, que l'on envoie déjà presque en dehors de la Formule 1. A priori, il a 5-6 courses pour faire ses preuves, mais on a déjà bien compris que le management de chez Alpine, et notamment Flavio Briatore, avait très envie de placer Franco Colapinto. À l'issue des essais, donc, on imagine que ce sera Alpine ou Williams. Pour autant, il y a encore de grosses inconnues. Aston Martin a fait des essais catastrophiques, mais quand même l'année dernière, c'était eux la 5e force du plateau, donc ils seront peut-être dans la lutte à un moment ou à un autre, ou alors ce sera catastrophique, c'est possible aussi. Et puis il y a une autre équipe quand même qui m'intrigue, c'est As. As qui a travaillé que les relais de course. Certes, ils sont vraiment passés en sous-marin et les performances n'ont pas forcément été les plus rassurantes, mais je me souviens quand même que l'année dernière, ils ont fait exactement la même chose. L'année dernière, As, il n'y a eu aucun run de qualification pendant les essais hivernaux, et finalement, après Aston Martin, c'était la première force du milieu de peloton. Ils se sont fait un petit peu voler par Alpine en fin de saison, mais en tout cas, ils méritaient cette place. Donc voilà, ça semble un petit peu loin encore pour Racing Bulls, pour Sauber, j'en parle même pas, mais on a peut-être 4 équipes qui peuvent se battre pour cette 5e place, et ce qui est sûr, c'est que les écarts de points seront très resserrés, et que une grosse perf, comme Alpine l'a fait l'année dernière au Brésil, pourrait tout faire basculer. Alors avant de répondre à cette question, je vais préciser tout de suite que le meilleur rookie, c'est pas forcément celui qui marque le plus de points. Là-dessus, on n'a pas trop de doute, ce sera sûrement Andrea Kimi Antonelli, vu que c'est le seul qui pilote dans une top team. Mais avant de se plonger davantage sur le cas de l'Italien, cette année, on a 5 rookies, dont 3 qui n'ont jamais participé à un Grand Prix, Isaac Hadjar, le français, Gabriel Bortoleto, le brésilien, et Andrea Kimi Antonelli, l'italien. On a Jack Doohan qui a participé au Grand Prix d'Abu Dhabi l'année dernière, et Oliver Bearman qui a fait 3 courses l'an dernier. Mais ces 5-là seront considérés comme les rookies cette année, c'est leur première saison complète. Et à vrai dire, il y en a presque un 6e, c'est Liam Lawson qui entame lui aussi sa première saison complète. Mais bon, il a déjà 11 Grands Prix au compteur, il a roulé en 2023 et en 2024, donc on va le sortir de cette catégorie. Parmi ces 5 rookies, il sera sans doute très difficile de se montrer pour Gabriel Bortoleto. Alors l'avantage, c'est qu'il a une année pour apprendre la F1, apprendre toutes les procédures, apprendre un départ, apprendre un pit stop, apprendre comment ça marche, en vue de la saison 2026 et l'arrivée d'Audi. Mais on ne s'attend pas à ce qu'il soit élu rookie de l'année en fin de saison, parce que avec la voiture qu'il a, ce sera compliqué. Et je suis pas loin, à vrai dire, de dire la même chose pour Isaac Hadjar. Jack Doohan, quant à lui, on en parlait, si déjà il finit la saison, ce serait un miracle. Et sinon, on remettra presque Franco Colapinto dans la liste des rookies. Ce qui nous laisse finalement, selon moi, 2 favoris. Oliver Bearman, chez As, qui a déjà l'expérience et qui a fait de superbes performances lors de ses remplacements en Formule 1. Et puis Andrea Kimi Antonelli. S'il est chez Mercedes, c'est qu'il y a une raison. C'est censé être le futur crack. Un pilote qui arrive rookie dans un top team, on n'a pas vu ça depuis Lewis Hamilton en 2007. Ça vous donne quand même une idée du calibre de ce qu'on attend de l'Italien. Donc ouais, extrêmement impatient de voir ce que ça va donner. Pour tous ces pilotes, il y aura des erreurs, faut être indulgent. C'est exceptionnel d'avoir autant de rookies sur une seule saison, mais donc forcément ça veut dire qu'il y aura plusieurs fois des sorties de piste, des accrochages, des contacts, des mauvaises procédures, des erreurs au départ, au pit stop, bref j'en sais rien. Mais en tout cas, il va falloir leur laisser le temps d'apprendre. Maintenant, c'est aussi une des questions qui m'intéresse le plus. Je veux bien votre avis en commentaire. Comme pour le meilleur rookie, le meilleur français ne sera pas celui qui marquera le plus de points, ou en tout cas pas forcément, et c'est pas que sur ça qu'on va le juger. Ce sera compliqué, à mon avis, à mon humble avis,
qu'Isaac Hadjar soit élu meilleur français de la saison. Il est dans la moins bonne voiture sur le papier. Il est également rookie, ça va être compliqué de faire une saison où vraiment on se dise qu'il a été meilleur qu'Ocon et Gasly. Pour autant, s'il nous impressionne, on ne manquera pas de le souligner, on a hâte de voir ce que ça va donner cette année. Mais le vrai duel, a priori, il est plutôt entre Ocon et Gasly, maintenant qu'ils sont de nouveau dans une écurie différente et qu'ils sont surtout les leaders d'un projet. Gasly, il l'a été chez AlphaTauri, mais c'était un semi-projet parce que c'était le projet B de chez Red Bull. Et Ocon, il ne l'a jamais été dans sa carrière. Il a eu des coéquipiers exceptionnels, Pérez, Alonso, Ricciardo et puis dernièrement Pierre Gasly. C'est quand même du très très gros calibre et il s'en est toujours bien sorti. Bon là, avec Oli Berman, ce sera pas de tout repos, mais on attend de lui qu'il soit le leader de Haas cette année. À voir qui s'en sortira le mieux de Gasly ou Ocon. Ce sera sans doute un jugement subjectif, mais on manquera pas de les comparer. Si je pose cette question, c'est parce que le seul intérêt de la saison 2025 n'est pas la saison 2025, ou de savoir qui va remporter le titre, qui va finir à quelle position du championnat. C'est aussi une affaire de se placer pour les prochaines saisons. Parce que oui, quand il y a un changement de réglementation, c'est le moment de se replacer, le moment où la hiérarchie va changer. Inévitablement, l'année prochaine, on aura de gros changements. Et c'est le moment aussi où vous pouvez lancer une hégémonie pour les prochaines années. Souvenez-vous de la réglementation 2014 avec Mercedes qui avait préparé le coup 5 ans à l'avance et qui, résultat, a dominé le sport jusqu'en 2020. L'année prochaine, on aura donc un changement sur le plan du moteur et de l'aérodynamique, donc ça va être une refonte totale des monoplaces. Depuis le 1er janvier, les écuries sont autorisées à faire des tests en soufflerie avec les nouveaux modèles. Et donc on se pose la question de savoir qui va le premier arrêter de développer pour l'année 2025 et se concentrer sur la saison 2026 parce que ça peut avoir des conséquences sur le très long terme. Bon, le premier nom que je cite, il est presque évident. Je serais très étonné que Sauber apporte des améliorations en deuxième partie de saison. On sait déjà que la saison va être mauvaise, sauf énorme surprise. Et l'année prochaine, il y a Audi qui arrive, nouvelle écurie, nouveau moteur également. Donc on imagine que très rapidement, on va se concentrer sur ce nouveau projet. Maintenant, c'est pas les seuls. Je pense à Williams qui depuis de nombreuses années nous positionne 2026 comme le moment où ils vont essayer de revenir au top. Williams, c'est presque surprenant ce qui s'est passé cet hiver parce qu'on les attendait pas aussi bien pendant les essais hivernaux. On pensait que ce serait la dernière année de transition. Et finalement, il semblerait qu'ils soient pas si mal. Mais bon, dans tous les cas, je pense que James Vowles a tellement cette deadline de 2026 en tête qu'il va quand même assez rapidement lâcher le développement. Une autre écurie qui mise beaucoup sur 2026, c'est Aston Martin. Adrian Newey vient de prendre ses fonctions au sein de l'écurie de Silverstone et a priori, il va juste bosser sur la voiture 2026. Ce serait très étonnant qu'il participe à apporter des améliorations pour cette année, d'autant qu'on l'a vu, la voiture est déjà pas très bonne, donc on va peut-être tout abandonner, tout jeter à la poubelle pour se concentrer sur l'année prochaine. Parce que pour eux aussi, il n'y aura pas qu'un nouveau châssis, il y a également un nouveau moteur. Aston Martin passe en effet chez Honda pour la saison 2026. Enfin, dernière écurie que je veux mentionner, c'est Mercedes. Est-ce qu'ils vont pas nous refaire le coup de se concentrer sur une nouvelle réglementation ? On sait, ça fait plusieurs mois qu'on nous dit que Mercedes vraiment est en avance sur ce nouveau moteur, qu'on nous dit que le développement se passe bien, que le moteur est puissant. Alors après, bon, il y a aussi le changement aéro à négocier, mais le moteur, ce sera vraiment crucial. Donc ouais, pourquoi pas Deutsche Qualität en vue de la saison 2026. C'est fort possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2025, c'est pas forcément la priorité. C'est pour ça aussi qu'ils ont pris Andrea Kimi Antonelli dès maintenant, puisqu'ils vont le former et développer avec lui cette nouvelle voiture. En tout cas, commencer à travailler ensemble en vue du futur, parce que c'est ça le plus important. Enfin, dernier point à mentionner, c'est que ce sont aussi les résultats de la saison 2025 qui vont définir qui va continuer ou non le développement. Forcément, si soudainement on se retrouve, je sais pas, par exemple pour Ferrari à jouer un titre, on va peut-être pousser un petit peu plus loin que ce qu'on avait prévu. Là où, si par exemple pour Mercedes, on est à la rue, on va peut-être se dire, allez, on abandonne pour cette année et on se concentre sur 2026. Puisque l'on parle de 2026, il y aura un autre changement majeur l'année prochaine, c'est l'arrivée d'une 11e écurie. Ça a été définitivement confirmé la semaine dernière, entériné. Oui, Cadillac sera bien sur la grille de Formule 1 2026 et c'est une très bonne nouvelle. Alors,
le projet s'est finalisé un petit peu tard quand même, sachant que justement il y a une toute nouvelle réglementation. On sait aussi qu'ils veulent arriver avec leur propre moteur à horizon 2028. Ils vont commencer avec un moteur Ferrari et ensuite ils aviseront. Donc voilà, le projet va sans doute prendre un peu de temps à se développer, mais oui, Cadillac arrive bel et bien en Formule 1 et donc ça fait 2 baquets en plus. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, pour savoir à qui ils seront attribués, la première chose à dire, c'est que Cadillac est américain et fier de l'être. Clairement, c'est assumé, c'est revendiqué. Graham Lowdon, qui sera le team principal de l'écurie, l'a dit, ils veulent un pilote américain. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas un pilote américain dans cette voiture. Sauf que va nous trouver un pilote américain qui a le niveau de la F1 à l'heure actuelle. Ça pourrait vraiment être un flop. Le dernier qui a mis les pieds, c'était Logan Sargent, et il était pas mal préparé. Logan Sargent, il sortait d'une 4e place en F2, ça allait quand même. Bon, finalement, ça s'est pas forcément très bien placé, et ils ne pourront pas aller le rechercher a priori, puisque Logan Sargent a mis entre parenthèses sa carrière en sport automobile. L'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle, j'imagine que c'est celle d'un Colton Herta, qui est pilote d'IndyCar, qui a 24 ans, qui est américain, donc il ferait un bon candidat. Maintenant, est-ce qu'un pilote d'IndyCar a le niveau pour piloter en Formule 1 ? Ça nous permettrait au moins d'avoir la réponse à cette question. Donc en vrai, rien que pour ça, je serais curieux de le voir. Mais ouais, personnellement, j'en suis pas si sûr. En tout cas, il y aura au moins un 2e baquet à pourvoir à ses côtés. Et là, il y a beaucoup de noms qui ont été évoqués. Le premier, c'est celui de Sergio Pérez. Il vient de se faire virer de la Formule 1. On aurait un pilote américain, pas états-unien, mais américain. Maintenant... Ah ouais, si, quand même, en fait. Je suis en train de me dire, non, si, j'allais apporter de la nuance, mais ça pourrait le faire, Pérez. C'est un pilote d'expérience, surtout, qui pourrait venir aider à développer le projet. La limite que moi j'y vois, c'est que Pérez, il est sorti rincé, lessivé de cette saison 2024 de Formule 1, et pas que, même de son passage chez Red Bull. Donc, est-ce qu'il a envie de revenir, de se relancer dans un projet en F1 ? À voir. Est-ce qu'il a toujours l'envie, le rythme et surtout la confiance ? Rien n'est moins sûr, mais pourquoi pas, en tout cas, un Sergio Pérez, c'est un nom à évoquer. Celui sinon qui pour moi a la place la moins assurée sur la grille 2026, c'est Yuki Tsunoda. Parce qu'avec tous les changements qu'on a eu pour l'année prochaine, je pense que ça va pas trop bouger en vue de 2026. En revanche, on l'a dit, le moteur Honda passe de Red Bull à Aston Martin. Et Yuki Tsunoda, c'est un pilote Honda. Donc je l'imagine pas forcément rester chez Racing Bulls, d'autant qu'il y a un certain Arvid Lindblad qui va vite arriver là-dedans. Et chez Aston Martin, la voie est bouchée. Alonso a déjà un contrat et Stroll, je l'imagine pas partir. À voir, mais personnellement, je l'imagine pas partir. Donc l'hypothèse Tsunoda, elle peut être intéressante. Sinon, dernière option, faire appel à un jeune et donner sa chance à un pilote qui méritera sa place. Maintenant, ça voudrait dire que si on a Colton Herta à ses côtés, on a 2 rookies. Ce qui me paraît quand même un petit peu audacieux pour une écurie qui arrive en Formule 1 et qui va avoir besoin de quelqu'un qui explique un petit peu comment ça marche et qui leur fasse comprendre comment on va pouvoir faire évoluer la voiture. Dernière question, celle que vous posez tous, est-ce que l'on va se retrouver en stream pour cette saison 2025 de Formule 1 ? Vous l'avez vu, le rythme des vidéos a diminué parce que, comme je vous l'ai expliqué en début d'année, je passe actuellement les concours des écoles de journalisme, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais voilà, dès que possible, le rythme va se réintensifier et oui, on sera en stream pour cette saison 2025 de Formule 1 et ce, dès le Grand Prix d'Australie. On se retrouve ce dimanche pour les plus braves d'entre vous à partir de 4h45. 4h45 pour le premier Grand Prix de l'année, mais on sera chaud, on sera là, on sera bouillant, on va vivre ensemble ce qui sera finalement les premières réponses à nos questions. Et pour cela, on va d'ailleurs vivre ensemble la séance de qualification dès 5h45 samedi. C'est beaucoup plus tard, limite on fera une petite grasse mat. Mais la première séance de qualification de la saison, c'est capital, c'est le moment où on a les premières réponses à nos questions. Alors comme je vous l'ai dit, il y aura encore d'autres questions qui se poseront parce que c'est un circuit très particulier. Mais en tout cas, l'ouverture d'une saison à Melbourne, on ne l'a jamais fait ensemble sur cette chaîne YouTube puisqu'on commente les Grands Prix depuis 2021 et que depuis ça a toujours commencé à Bahreïn.
et également parce que l'Australie c'était beaucoup trop tôt. Donc premier Grand Prix d'Australie qu'on suivra ensemble sur cette chaîne, rendez-vous ce week-end, et puis par la suite on essaiera de suivre un maximum de Grands Prix. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure. Le meilleur moyen de façon générale pour savoir si on est en live, c'est de me suivre sur les réseaux et surtout sur Insta. Normalement je mets toujours des notifications quand on est en direct et des liens vers les lives. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous de cette saison 2025 parce que comme vous l'avez vu, il y a énormément de questions qui se posent. Et rendez-vous dimanche pour une première partie des réponses.